Bonjour chers amis. Pour utiliser intelligemment le temps que nous laisse ce confinement obligatoire, je vous propose de parler aujourd'hui de l'organe qui contrôle notre geste vocal, c'est-à-dire de l'oreille. L'oreille, c'est un organe absolument fascinant. C'est pas étonnant que le docteur Tomatis pour ce qui est des toubibs, Lacan pour ce qui est des psychanalystes et bien d'autres se soient intéressés à cet organe. Alors en quoi est-ce qu'il est fascinant? D'abord, c'est un organe qui, dans le développement du fœtus, est opérationnel très tôt, c'est-à-dire dès le 5e mois, le fœtus entend parfaitement. Donc il entend d'abord le ramdam qu'il y a à l'intérieur du ventre de sa mère, bien entendu, la voix de sa mère, bien entendu, mais aussi évidemment les voix de l'extérieur, et son apprentissage de la langue et du langage commence évidemment in utero. L'autre raison pour laquelle cet organe est formidable, c'est qu'il a une double fonction. Il a une première fonction qui est une fonction auditive, et puis, vous le savez, également une fonction qui est une fonction de maintien de l'équilibre. L'oreille interne, les 3 anneaux, nous aident à nous tenir debout. Ce qui veut dire que dans notre posture d'écoute, eh bien, il y a de l'écoute, mais il y a de la posture aussi. C'est-à-dire quand on dit qu'on tend l'oreille, ça n'est pas qu'une image. D'abord, on se dresse pour entendre parce que on prépare notre oreille aérienne et notre oreille osseuse, je vais y revenir, à percevoir les sons de l'extérieur. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a un phénomène à l'intérieur même de l'oreille, c'est-à-dire que les petits muscles qui font fonctionner les 3 os, que sont le marteau, l'enclume et l'étrier, se tendent davantage lorsque nous prêtons l'oreille. Et à l'inverse d'ailleurs, ils se détendent lorsque nous sommes soumis à une source sonore trop puissante. Je fais une parenthèse, ça explique la raison pour laquelle, lorsque je fais travailler des groupes ou des artistes qui se produisent sonorisés, je leur dis toujours de mettre le retour le plus bas possible, parce que si le retour est trop fort, eh bien, nos muscles protègent notre oreille moyenne et nous diminuons nos capacités auditives. Donc, je monte mon retour et puis mon oreille se protège et au bout d'un moment, la seule chose que je fais, c'est me rendre sourd à longue échéance. Alors, je sais que pour les chanteuses et chanteurs, c'est une bataille de tous les instants contre les instrumentistes qui, eux, veulent toujours écouter plus fort. Il faut mener cette bataille, mes amis. Il faut y aller. Il ne faut pas lâcher, pas d'un mètre sur ce terrain-là. Donc, lorsque nous écoutons, nous tendons l'oreille, c'est entendu. Et puis, nous percevons donc 2 types d'informations. D'abord, des informations de type aérien, c'est-à-dire nous avons un retour aérien de notre propre voix, elle s'échappe de notre bouche, mais comme les ondes sont circulaires, elles parviennent jusqu'à une certaine fréquence au pavillon de l'oreille. Mais c'est là-dessus que je voulais insister, jusqu'à une certaine fréquence. C'est-à-dire qu'en réalité, que ce soit par notre oreille intérieure, c'est-à-dire les sons qui transitent par la trompe d'Eustache, ou bien les sons qui reviennent de l'extérieur jusque dans notre pavillon de l'oreille, notre oreille est saturée, baignée de sons graves, de la partie grave du spectre de notre voix. Pourquoi? Parce que les ondes sont circulaires, mais plus la fréquence augmente, plus le cercle est large. De sorte que les ondes aiguës deviennent, on dit par abus de langage, qu'elles sont directionnelles, c'est-à-dire elles s'en vont tout droit devant. Quand je dis aigu, c'est à partir de 2000 Hz, d'accord? Donc pas des fréquences que nous pouvons chanter, mais des fréquences qui sont présentes dans notre voix à travers les harmoniques de la voix chantée. Donc ce que nous percevons, ce qui est en dessous de 2000 Hz, et même encore plus grave que ça. Tout ce qui est plus aigu que 2000 Hz, c'est-à-dire en particulier ce qu'on appelle le formant du chanteur, ou le twang dans les écoles de chant modernes, entre 2 kg et 4 kg, entre 2000 et 4000 Hz, ce formant-là, notre oreille aérienne ne nous le retranscrit pas. Nous l'entendons avec surprise les premières fois où nous nous enregistrons. Vous avez tous eu cette impression-là, la première fois qu'on s'enregistre, on a l'impression d'avoir la voix de Mickey, parce que d'un seul coup, toutes ces fréquences médium, aigu et aigu qu'on n'entendait pas, elles nous sautent à la figure. Comment percevoir, calibrer et chercher à isoler ces fréquences aiguës du spectre de notre voix? En clair, ce qui est entre 2000 et 4000 Hz, c'est-à-dire dans la zone de plus grande sensibilité de l'oreille humaine, donc ce que notre auditeur va percevoir de notre voix, et ce qui va lui permettre d'être porté au loin, eh bien, en
délaissant l'oreille aérienne pour se focaliser sur l'oreille osseuse. Si l'oreille aérienne est ce qu'on appelle un passe-bas, c'est-à-dire un filtre qui accentue les harmoniques graves, l'oreille osseuse est, elle, un formidable passe-haut, c'est-à-dire qu'elle amplifie particulièrement ce qui est au-dessus de 2000 Hz. Et en particulier, nous disposons de ce que Marie-Louise Aucher, la fondatrice d'une méthode qui s'appelle la psychopédagogie, appelait un clavier palesthésique. C'est-à-dire que dans notre corps, les os résonnent à certaines fréquences. Et que plus la fréquence est élevée, plus les os qui sont sensibles, qui vont résonner par sympathie à cette fréquence, sont petits. Et donc, lorsque l'on dit, par abus de langage dans le chant, chanter dans le masque, c'est-à-dire avoir des sensations de vibration dans l'os propre du nez, les pommettes, les arcades sourcilières, ce qu'on appelle le troisième œil, eh bien, on cherche en fait à vérifier que vibrent les plus petits os du visage et aussi, bien entendu, les sinus et l'air contenu à l'intérieur des sinus. Et tous ces os-là, qui sont petits, vont vibrer à des fréquences aiguës. Donc plus j'ai de twang dans la voix, plus j'ai de singing formant, plus j'ai d'harmonique entre 2000 et 4000 Hz, ce qu'on appelle quelquefois improprement une voix nasale ou nasillarde ou nasonnante, eh bien plus cela vibre dans cette zone. Ça ne veut pas dire que l'air passe par le nez. Hein. On peut faire l'expérience. Si je chante en imitant Claude François, par exemple, hein, comme un chanteur malheureux que l'on n'écoute plus, l'air passe par le nez. Le trajet de l'air est bucco-nasal, donc la voix est nasale. Mais si je chante comme un berger bulgare, eh bien, j'ai beaucoup de sensations de vibration dans le haut du visage, mais ma voix n'est pas nasale, le trajet de l'air n'est pas nasal. Donc, dans notre pratique, qu'est-ce que nous devons chercher à développer? Nous devons chercher à développer notre oreille palesthésique, c'est-à-dire développer notre sens de la vibration et calibrer nos sons, comme dans le yoga du son d'ailleurs, hein, par l'endroit du corps dans lequel il résonne, et non par notre oreille aérienne qui ne nous renseigne que sur la partie grave du spectre. Et c'est ce dysfonctionnement de notre oreille, je parle bien de dysfonctionnement parce que l'oreille, elle n'est pas faite, notre oreille n'est pas faite pour entendre notre propre voix. Notre oreille, elle est faite pour entendre les bruits de la nature, et en particulier pour repérer les prédateurs. Et en ça, elle est absolument parfaite. Si une voiture arrive dans votre dos, sur votre droite, à 20 mètres, votre cerveau sait exactement où la localiser grâce à la précision de votre oreille. Sauf si c'est ces fichues voitures électriques, ils font pas de bruit, mais c'est une autre affaire. Donc, notre oreille est parfaite pour entendre les bruits de l'extérieur, mais pas pour percevoir notre voix. Donc, développons notre sens de la palesthésie, posons les mains sur notre corps, sur la poitrine pour entendre les graves, sur la nuque pour entendre les graves aussi, au sommet du crâne pour entendre le médium, sur le front pour entendre le haut médium, sur l'os du nez pour entendre les harmoniques les plus aigus. Calibrons ce sens palesthésique et aussi notre sens proprioceptif, parce que la position de nos organes dans l'espace va également nous aider à connaître le contenu acoustique du son. En clair, comment je mets ma mâchoire, comment je mets mon voile du palais, comment je mets ma langue, dans quelle position est mon larynx, à quel stade d'ouverture est mon pharynx, tout ça me renseigne aussi sur la teneur de mon son. Mais ça, c'est plus long, ça prend pas mal de temps à calibrer ça, à calibrer ce qu'on appelle l'accord pneumophono-résonantiel, c'est-à-dire la bonne pression d'air, la bonne position de mes organes dans l'espace pour le son que je veux produire. Ça nécessite un tâtonnement qui est assez long et ça nécessite là de faire des vocalises. Alors que notre mémoire palesthésique, nous pouvons assez vite la mettre en œuvre. Et je peux vous assurer que les chanteuses de Tamuriata ou de Pizzica du sud de l'Italie, les bergers bulgares, les chanteurs de gospel, ils savent tous très très bien utiliser leur mémoire palesthésique pour calibrer leur timbre, c'est-à-dire pour sélectionner dans la fourniture laryngée la partie du spectre qui va leur être utile pour toucher leur auditoire.
leur auditoire étant très loin, dans le cas du berger bulgare, il va sélectionner les harmoniques aiguës. La chanteuse de pizzica, parce qu'il y a le tambourin à cymbalette, et parce qu'il y a l'accordéon diato, et parce qu'il y a la zampugna, parce qu'il y a le violon éventuellement, va sélectionner aussi les harmoniques aiguës pour passer par-dessus les instruments. Le chanteur d'opéra, lui, va sélectionner un singing formant plus grave pour passer par-dessus l'orchestre classique, etc., etc. Chacun fait ça de façon intuitive, très bien, mais il nous appartient à nous, profs de chant, ou plutôt luthiers des voix, d'aider les personnes avec qui nous travaillons à construire cette mémoire palesthésique, cette empreinte palesthésique de leur voix, pour, même dans les conditions extrêmes, c'est-à-dire en extérieur, sans retour, ou sur scène avec du retour, ce qui est encore pire, entre parenthèses, être capable de calibrer parfaitement le timbre de notre voix en fonction de ce que nous souhaitons obtenir. Parce qu'il ne s'agit pas, bien entendu, de chercher un résultat esthétiquement parfait. Il s'agit de trouver un résultat qui soit compatible avec notre pensée musicale et avec la fonction du chant que nous chantons et avec l'environnement dans lequel ce chant est produit. Voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire sous cette vidéo. J'ai le temps d'y répondre ces jours-ci. Je vous souhaite une très belle journée.